Donc, bienvenue sur les webinaires de Rose Up Association. Merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, c'est le professeur Mastis Agatian qui répondra à vos questions sur le contexte actuel d'épidémie de coronavirus. Merci une nouvelle fois, professeur, de nous faire l'honneur de participer à ces questions-réponses. Je vous laisse vous présenter pour celles qui ne vous connaîtraient pas encore. Bonjour, Mastis Agatian, je suis donc oncologue médicale. Je m'occupe uniquement de femmes qui ont un cancer du sein. J'essaierai pourtant de répondre à des questions sur d'autres types de cancers. Je travaille essentiellement à l'hôpital américain de Paris et ça fait 2 ans et depuis 16 ans à l'Institut Gustave Roussy qui est à Villejuif. Voilà. Parfait. Donc, pour les personnes qui nous suivent sur Zoom, je vous rappelle que pour poser vos questions, il faut que vous cliquiez sur le petit bouton Q&R en bas de votre écran. On est retransmis également en direct sur Facebook, mais je suis désolée, on ne peut pas lire en même temps vos commentaires, donc je suis désolée, on ne va pas pouvoir répondre aux questions qui sont posées en commentaire sur Facebook, mais j'espère qu'on sera le plus large possible pour que quand même vous ayez des réponses à vos questions, et de toute façon, on lira par la suite les commentaires que vous avez laissés, on essaiera d'y répondre quoi qu'il arrive. Alors, on a des questions qui sont arrivées déjà. Donc, on a Véronique, bonjour Véronique, qui nous dit qu'elle est actuellement sous Avastin. Ses globules blancs sont normaux et du coup, elle se demande si c'est une personne à risque. Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on ne pense pas beaucoup à l'Avastin et aux immunothérapies ou aux thérapies ciblées. En général, les questions sont souvent autour de la chimiothérapie. Alors, l'Avastin peut être soit accompagné de chimiothérapie, soit se faire toute seule. La toxicité de l'Avastin, c'est une toxicité qui est essentiellement au niveau des vaisseaux. C'est une toxicité vasculaire. L'Avastin, ça peut donner des saignements et l'Avastin, ça peut aussi donner de l'hypertension artérielle ou une toxicité au niveau des reins. L'Avastin ne fait pas du tout baisser les globules dans le sang, donc effectivement, c'est normal que les globules soient normaux. Par contre, il faut simplement se méfier de cette toxicité vasculaire parce qu'on sait que l'atteinte cardiovasculaire est un facteur de risque de gravité dans l'infection à coronavirus et l'hypertension artérielle est aussi un des facteurs de risque d'infection sévère. Normalement, une patiente qui est sous Avastin, elle a une surveillance de sa tension artérielle. Si la tension artérielle monte, on arrête ou en tout cas, on traite la tension artérielle. Donc, il faut bien faire penser à l'équipe médicale, l'équipe des infirmières de surveiller votre tension artérielle, surveiller sur la prise de sang le bon fonctionnement de vos reins. Si tout va bien, normalement, il n'y a pas de souci. L'autre élément, c'est que malgré tout, l'Avastin, s'il est donné tout seul, c'est qu'on est dans le cadre d'un traitement d'entretien. Et comme on l'avait évoqué dans les webinaires précédents, les traitements d'entretien peuvent être potentiellement reportés ou transitoirement décalés pour éviter les allées-venues à l'hôpital et pour éviter la survenue d'effets secondaires. Donc ça, c'est quelque chose à discuter, mais a priori, elle peut continuer son traitement par Avastin. Elle n'a pas de risque particulier si tout est bien vérifié, comme je vous l'ai dit. Alors, deuxième question d'Annie. La distribution des masques chirurgicaux gratuits sous prescription médicale pour les personnes immunodéprimées est très variable selon les pharmacies. Certaines ne nous en remettent aucun, d'autres nous en remettent 10 par semaine. Du coup, elle se demande quelle est la règle. Ah, l'histoire des masques, c'est vrai que c'est un énorme sujet, ça le reste encore. Pourtant, on commence malgré tout à être bien fourni partout. Je peux vous dire que l'expérience vécue par les patientes, elle est assez similaire à ce que nous aussi, professionnels de santé, nous vivons. Et elle est, comme le mentionne cette patiente, très variable en fonction des pharmacies. Aujourd'hui, normalement, la règle est que nos patients traités pour des cancers doivent pouvoir bénéficier d'une prescription médicale et donc doivent pouvoir avoir accès à des masques fournis par les pharmacies. Après, il est vrai que c'est une question d'approvisionnement des pharmacies. Elles n'ont pas toujours les masques chirurgicaux. Alors,
Honnêtement, aujourd'hui, plutôt pour avoir des masques FFP2 que c'est compliqué. Des masques chirurgicaux, on en trouve un peu partout. Il faut savoir que quand on est une patiente, franchement, on n'a pas besoin du niveau de sécurité d'un masque FFP2. Le masque chirurgical est tout à fait suffisant et il faut sans doute aller voir différentes pharmacies pour en trouver si la vôtre n'en dispose pas. Mais très honnêtement, ça devrait plus être un problème. Et en tout cas, surtout n'hésitez pas à demander une prescription à votre médecin parce que vous y avez droit. D'accord, merci. C'est Annie aussi qui nous avait envoyé un mail avant le webinaire. Annie, elle a un cancer du sein métastatique en traitement constant depuis 8 ans. Elle est actuellement sous chimio. Il y a son fils aîné de 24 ans et son amie qu'elle aimerait recevoir à nouveau chez elle. Après ces semaines de confinement, sous réserve de respecter les mesures barrières, elle se demande s'il y a un risque. Heu, oui, Annie, alors on peut répondre à Annie aujourd'hui avec des éléments, qu'on a de suivi depuis 3 mois, des éléments, sur, le risque d'infection et le risque d'infection sévère quand on a un cancer, en particulier du sein et en particulier métastatique. Heu, de façon très objective, ce qui ressort de l'ensemble des données des suivis des études montre que les patients avec des cancers, ne sont pas plus à risque d'attraper le coronavirus du fait d'une potentielle immunosuppression, par exemple. Ces patients, il semble que les patients, même une fois qu'ils ont attrapé le coronavirus comme n'importe quelle personne de la population générale, euh, sont légèrement, probablement très légèrement à un risque de complications. Et ça ne concernerait qu'un sous-groupe de patients. Ce sont les patients justement avec des cancers métastatiques, mais pas n'importe lesquels. C'est vraiment les patients avec des cancers métastatiques, mais qui, du fait de leur cancer ou du fait de leur traitement, sont fatigués, ont des diminutions de leurs globules, des diminutions de leur immunité, ont des effets secondaires cardiovasculaires de leur traitement, ont perdu du poids, sont dans un moins bon état général. Peut-être plus de risques pour les patients avec des métastases pulmonaires. Donc, Annie est effectivement peut-être dans une catégorie pas plus à risque d'infection, mais plus à risque de complications d'une infection parce qu'elle a un cancer métastatique et parce qu'elle est sous traitement, en plus sous chimiothérapie et sous traitement depuis longtemps. Mais on le sait, hein, nos patients qui ont des cancers du sein métastatiques restent très longtemps en excellent état général, se portent très très bien en termes de santé et d'état général. Et donc même après 8 ans, Annie est peut-être dans cette situation-là. Si c'est le cas, je pense qu'elle peut tout à fait recevoir ses proches, sa famille, en respectant les mesures barrières et les mesures de nettoyage, lavage des mains, éventuellement port de masque. Par contre, si elle a des traitements qui sont lourds, qui la fatiguent, qui la mettent à risque, il faudrait peut-être qu'elle soit plus prudente. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ses proches, s'ils ont des signes d'infection, euh, c'est dans ce cas-là qu'ils la mettraient en danger. Ses proches peuvent se faire tester en ville. Ça y est, les tests diagnostiques par RT-PCR sont disponibles en ville. Moi, je recommanderais vivement, du coup, si elle est inquiète par rapport à… C'est son fils, c'est ça ou son… C'est ça. Si elle est inquiète, si son fils présente des symptômes, qu'il se fasse tester pour savoir s'il a été atteint avant d'aller voir Annie. Donc, c'est des précautions supplémentaires qu'elle devra prendre, mais je crois qu'il faut aussi énormément se méfier de l'isolement social que provoque déjà le cancer, mais en plus cette épidémie de Covid. Et aujourd'hui, on voit vraiment des patients qui sont en détresse psychologique à cause de cette situation. Et moi, je recommande vraiment aux patients de commencer à s'ouvrir de nouveau sur l'entourage et à voir leurs proches, parce que sinon, elles n'iront pas bien dans les mois qui viennent. Mm. Oui. Justement, à ce propos, on avait eu un webinaire avec le docteur Sarah Doshi
donc, qui est psychiatre à Gustave Roussy. Vous pouvez retrouver son webinaire, pareil, sur notre chaîne YouTube. Elle répondait à ces questions d'isolement et d'angoisse. L'idée, c'était juste avant le déconfinement, à l'idée de ressortir. D'ailleurs, à ce sujet, nous avions une question pareil par mail de Cathy, qui est institutrice, d'après ce que je comprends. En fait, elle nous dit: depuis que j'ai appris que je devais reprendre la classe le 11 mai avec mes élèves de CP, je ne dors plus. Pour moi, c'est une mission impossible de gérer toute une journée les gestes barrières avec 15 élèves de 6 ans. Le stress elle pense que le stress est un facteur de risque, alors ça on pourra peut-être en reparler, du cancer, et du coup elle craint de faire une récidive, et elle se demande si elle peut faire du coup une demande de télétravail, alors elle précise que ses traitements sont terminés. Elle a eu un cancer du poumon en 2006 et un cancer du sein en 2012. Alors, oui, Cathy a une histoire assez lourde et je comprends qu'avec ce qu'elle a vécu, elle puisse, ressentir particulièrement de l'angoisse dans cette situation. De façon objective, normalement, elle n'est pas plus à risque d'infection ni plus à risque de complications. Donc ça, c'est la situation médicale objective et donc elle, bon, en mettant de côté l'anxiété qu'elle peut ressentir, elle devrait pouvoir retourner travailler. Malgré tout, si elle ressent cette anxiété, ben, elle n'y peut rien, c'est comme ça et je comprends qu'elle elle ait du mal à surmonter cette appréhension. Pour moi, cette anxiété, cette difficulté à surmonter cette appréhension est en elle-même une raison légitime, pour qu'elle puisse demander à être mise en télétravail, ou qu'elle demande un certificat à son médecin oncologue pour un ajustement de ses conditions de travail. Parce que même si, très franchement, elle n'est pas particulièrement à risque, si elle le vit très, très mal, évidemment, ça aura un impact, en tout cas psychique pour elle et peut-être physique ultérieurement. Donc voilà. Donc moi, je lui dirais, écoutez, vraiment, vous pouvez retourner travailler, mais je comprends que ça soit difficile et voilà, chaque situation est différente et oui, demandez un aménagement de votre poste dans ce cas-là si vous en avez besoin. Qu'est-ce qu'on sait réellement de l'effet du stress sur les risques de récidive ou d'apparition d'un cancer? Ah oui, c'est vraiment un sujet majeur et extrêmement récurrent. On n'a pas réussi malheureusement à ce jour à démontrer le lien direct entre stress et survenue du cancer ou stress et récidive du cancer. On n'a pas réussi à le démontrer parce que c'est un lien qui est très difficile à démontrer de façon scientifique, parce que pour ça, il faudrait suivre une population de femmes qui ont du stress et puis une population de femmes qui n'ont pas de stress et puis regarder la survenue de cancer ou de récidive. Or, le stress n'est pas quelque chose qui est si facilement mesurable et qui n'est pas constant dans le temps. Donc voilà. Donc je pense qu'on ne répondra jamais, en tout cas avec les outils qu'on a aujourd'hui, à cette question-là très clairement. On sait en revanche que le stress a un impact sur l'immunité, et ça c'est démontré sur le plan biologique, que le stress diminue les défenses immunitaires. Pour preuve, quand on est stressé, on fait un bouton d'herpès, quand on est stressé, répond, enfin, on réagit moins bien aux maladies. Et à contrario, tout ce qui diminue le stress, et en particulier l'activité physique, joue un rôle protecteur sur la santé et les maladies en général. Et donc, on peut penser qu'il y a sans doute un lien, mais très complexe entre le stress et la maladie, le stress et le cancer. Faire ce lien directement, c'est très difficile, surtout que, vous savez, ce qu'on a, aussi du mal à mesurer, c'est quand le cancer a commencé à survenir. Quand on diagnostique un cancer du sein ou quand on fait une rechute, c'est un événement qui, dans votre corps, a commencé des mois, voire des années avant que ça soit diagnostiqué. Et or, si vous avez ressenti un moment de stress important, 1 an avant ou 6 mois avant, c'est pas forcément cet élément-là qui a été inducteur de votre cancer. Donc
globalement, le stress est quelque chose de très mauvais pour la santé. Le stress diminue la survie, qu'on ait un cancer ou pas. Le stress favorise les maladies, qu'on ait un cancer ou pas. Et il faut lutter contre le stress, mais faire un lien direct, c'est très difficile. Et c'est sûr que ce qui est certain, c'est que ce Covid, cette épidémie, est un facteur de stress majeur et le cancer l'est aussi. Et donc, il faut vraiment qu'on prenne ça en charge. Ce que vous avez mis en place avec Rose Up, tous les outils de sophrologie, de méditation, d'accompagnement sont très importants et j'invite vraiment les patientes à utiliser ces outils-là et à demander un accompagnement à ce niveau-là. C'est très important. Oui, qu'elles n'hésitent pas non plus dans leur centre. Il y a forcément un psychiatre, un oncopsychiatre. Elles n'hésitent pas à demander une consultation pour faire un bilan. Oui, c'est vrai et c'est vrai que j'ai remarqué que les patientes n'osent pas forcément, faire appel ou demander de l'aide et elles ont cette tendance à assumer, assumer, assumer. Or, voilà, il faut pas attendre que le stress soit à un tel niveau qu'on puisse, plus faire grand-chose. Il faut vraiment, au quotidien lutter contre ça. Ouais. Alors, on a une question de Corinne. Je pense qu'elle a un cancer métastatique Mmh. également. Alors, elle me dit, alors, je suis pas sûre. Elle dit, je suis dans la même situation que la patiente au cancer du sein métastatique. Je prends Ibrance au long cours, sans effet secondaire, seulement la neutropénie. En dehors de ça, je suis en forme. Y a-t-il un risque accru de complications si Covid? Alors, comme on le disait, pour le moment, sur les données qu'on a eues sur ces 3 derniers mois, que ça soit en France, ou des données internationales, heu la situation du cancer métastatique et des chimiothérapies peut constituer un facteur de gravité, de l'infection à Covid. Malgré tout, si, on regarde l'expérience qu'on a sur nos patients suivis pour des cancers du sein, on n'a pas observé plus d'hospitalisation, plus d'infections et plus de sévérité chez ces patientes. Donc je pense qu'elle peut franchement continuer son traitement, qu'elle n'est pas exposée à un risque particulier. Elle est déjà à une faible dose d'Ibrance. Éventuellement, elle peut discuter avec son oncologue pour avoir une prescription de facteurs de croissance pour éviter la neutropénie, même sous Ibrance, même si on n'a pas énormément de données, mais c'est faisable. Et donc, elle ne devrait pas être très inquiète. Franchement, elle n'est pas un risque majeur. Merci. On en discutait, on commence à avoir des retours d'expérience de différents centres. Il y a eu des retours d'expérience de Gustave Roussy, de l'Institut Curie dans le cancer du sein. En attendant que d'autres questions arrivent, est-ce que vous pourriez faire un petit bilan de ce qui ressort de ces retours d'expérience qui sont ce qu'elles sont, mais qui donnent une image en tout cas des risques pour les malades de cancer dans certains centres? Oui, alors il faut vraiment savoir que ces expériences sont des expériences, enfin les données qui sont rapportées sont des données qui ne sont valables que dans l'endroit en question, c'est-à-dire pour Gustave Roussy, c'est les patients de Gustave Roussy et Curie, pareil, et à l'international, on a eu des données chinoises, des données italiennes, aux États-Unis, également un retour d'expérience. Donc, c'est vraiment pas des données qu'on peut généraliser dans la population, mais quand même, ça donne un ordre d'idée de ce qui peut se passer en cancérologie. Et donc, globalement, ces données sont assez concordantes. Je trouve qu'elles sont globalement assez rassurantes sur le fait que on ne semble pas observer de sur-risque particulier d'infection Covid chez les patients atteints de cancer. Donc, première chose, donc si vous avez un cancer, votre cancer ne fait pas que vous allez attraper plus facilement le coronavirus. Et donc, les mesures de protection et les gestes barrières sont valables pour tout le monde. Bien sûr, le fait ensuite d'aller dans un hôpital où il y a des patients infectés, où il y a beaucoup de circulation de patients, ça, qu'on ait un cancer ou pas et qu'on ait une maladie ou pas, c'est un facteur d'exposition et de risque. Et c'est pour ça qu'on retrouve des pourcentages importants de patients infectés dans les hôpitaux et dans ces séries-là, parce qu'on est dans des endroits où il y a une concentration particulière de malades et de personnes. Et en tout cas, sur ce qui a été observé, on a les facteurs
d'aggravation de l'infection du Covid-19 sont des facteurs, à peu près les mêmes facteurs que dans la population générale. Facteurs cardiovasculaires, c'est majeur. Le diabète est un facteur de risque majeur de complications. L'âge, on ne reviendra pas dessus. Mais la chirurgie, le fait d'avoir un traitement, la chimiothérapie, encore moins l'hormonothérapie, ne semblent pas être des facteurs de risque d'aggravation de la maladie. Il y a peut-être, comme je vous le disais au début, une gravité potentielle chez des patients avec des cancers métastatiques, mais des cancers métastatiques avancés et qui impactent sur leur état général. Gravité pour les patients avec une atteinte pulmonaire ou des traitements qui sont toxiques sur le plan pulmonaire. L'élément rassurant, par ailleurs, c'est pour les patients sous immunothérapie. On ne semble pas observer d'aggravation ou de complications. L'immunothérapie aujourd'hui est une arme majeure pour certains types de cancers et ces traitements, heureusement, peuvent être continués. Enfin, je pense qu'on a eu très peur sur le plan chirurgical et on a décalé dans cette période beaucoup de chirurgie du sein. Aujourd'hui, on peut les reprendre sans inquiétude. Tous les centres se sont organisés pour relancer les programmes chirurgicaux. Tout ça sous réserve, bien sûr, de précautions avant l'intervention où on fait un test Covid aux patients, on demande s'ils ont eu des symptômes de maladie, etc. Mais ensuite, on peut faire la chirurgie sans problème. Et donc, si vous avez une chirurgie à programmer, si celle-ci avait été décalée, n'hésitez pas à reprendre contact pour que la chirurgie soit organisée et qu'il n'y ait pas de retard dans votre traitement. Oui, donc là, on peut espérer un retour à la normale progressif des traitements et des chirurgies et des suivis d'examen. Oui, absolument. Il faut vraiment l'organiser, il faut vraiment être actif là-dessus. Nous, dans les hôpitaux, on reconvoque les patients, on reprogramme les chirurgies. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à recontacter vos médecins parce qu'il y a un danger à être un peu se retrouver perdu de vue et hors du circuit et et qu'il y ait vraiment du retard dans la prise en charge. Surtout qu'il faut se méfier. Là, enfin, nous, du côté médical, on a un peu peur de l'embolisation des services avec tous ces malades qu'on a décalés, hop, qui vont revenir et du coup, qui est un risque de délai. Alors, ce n'est pas encore le cas. Et je pense que les équipes vont travailler de façon un peu plus intensive que d'habitude pendant l'été. Mais voilà, il faut vraiment dire aux malades de revenir sans inquiétude à l'hôpital. Oui, parce que finalement, plus que le risque d'infection par le Covid, ce sur quoi les oncologues nous alertent le plus, c'est les risques de retard de diagnostic et de prise en charge au niveau des traitements. C'est un risque qui est beaucoup plus élevé que le Covid finalement. Bien sûr, de fait, les programmes de dépistage ont été interrompus pendant tout ce temps. Donc, évidemment, pendant 3 mois, on n'a plus dépisté les cancers. Évidemment, à un moment, voilà, ces cancers-là vont être diagnostiqués et on le sait, la clé de la guérison d'un cancer, c'est la détection précoce. Et donc, voilà, faites vos mammographies si elles ont été reportées. Si vous palpez quelque chose, allez vite voir votre médecin. Ne perdez pas de temps, c'est très important pour votre guérison. Euh, il y a Lynn qui nous demande on parlait des facteurs de croissance tout à l'heure pour booster les globules blancs notamment. Lynn nous demande quelles sont les conséquences des facteurs de croissance. C'est une patiente sous Ibrance, Mmh. plus décapeptile Oui, et létrozole. d'accord. Donc, quelles sont les conséquences des facteurs de croissance? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre cette question. Oui, Vous pouvez alors, préciser un en peu? tout cas, dans les 3 traitements qu'elle mentionne, Ibrance, létrozole, décapeptile, Lynn n'a pas de facteur de croissance. Oui. Elle a donc un traitement Librance qui est un traitement antitumoral qui va tuer les cellules tumorales et éviter leur croissance, justement. C'est ce traitement-là qui fait baisser les globules dans le sang. Elle a le létrozole qui est l'hormonothérapie et son décapeptile, c'est aussi un traitement anti-hormonal qui bloque l'effet de production des hormones par les ovaires. Ce qui se passe, c'est que sous Ibrance, les globules sanguins baissent
Et la neutropénie, ce qu'on appelle la neutropénie, la baisse des polynucléaires neutrophiles, peut amener à baisser la dose d'Ibrance ou à décaler la prise d'Ibrance ou parfois à empêcher la prise d'Ibrance. Et donc, de temps en temps, pour pouvoir donner le traitement à bonne dose, un peu comme on le fait pour les chimiothérapies, on peut prescrire justement des facteurs de croissance. Les facteurs de croissance, c'est des médicaments qui se font toujours en injection. Alors, c'est une injection ou plusieurs, en injection sous-cutanée. Et ils favorisent la croissance des globules blancs dans le sang, en particulier des polynucléaires neutrophiles. Ces facteurs de croissance ont normalement un effet ciblé sur la croissance des globules blancs, sur la multiplication des globules blancs. Donc, il ne faut pas s'inquiéter en se disant ce facteur de croissance va faire croître mon cancer. Ils n'agissent pas sur les cellules cancéreuses. Et donc, aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'on utilise ces molécules. On sait qu'on peut les donner de façon tout à fait, sans problème de toxicité. On les donne très, très fréquemment dans le cancer du sein. Et par rapport à l'infection Covid, le facteur de croissance, il ne va pas interagir avec le virus, il ne va pas faire croître le virus. Au contraire, il devrait favoriser les globules blancs et donc améliorer les défenses de l'organisme. D'accord, merci pour cette réponse complète. C'est vrai que les facteurs de croissance, c'est une famille qui est très large. On parle de facteurs de croissance en général, mais en fait, il en existe différents types qui ciblent différents types de cellules. Alors, on a une réflexion de Sandrine qui est assez juste pour revenir au cas d'infection par le Covid chez les malades de cancer qui ne semblent pas être supérieurs par rapport à la population générale. Elle nous demande si c'est pas dû au fait que les patientes, que les malades de cancer en fait, se confinent plus et peut-être appliquent aussi un peu plus les gestes barrières. Peut-être aussi parce qu'elles ont conscience du fait qu'elles sont un peu affaiblies par les traitements ou immunodéprimées parfois. Oui, c'est une remarque tout à fait juste. C'est vrai que c'est pas du tout quelque chose auquel on aurait pensé spontanément. Et c'est vrai qu'on se rend compte que nos patientes ont été particulièrement prudentes pendant cette période. C'est aussi des patientes qui, malheureusement, ont plus l'habitude d'être confrontées au médical et aux besoins d'avoir de prendre des précautions pendant les périodes d'aplasie de leur chimiothérapie. Donc, c'est des réflexes qu'elles ont déjà et une attitude de prise en charge de leur santé qu'elles ont déjà. Après, nous, les données qu'on a, c'est vraiment des données sur les patients hospitalisés ou sur les patients qui passent à l'hôpital, qui est une population particulière très différente de cette population de femmes en ambulatoire qui ont soit fini leur traitement, en tout cas, ou qui viennent très peu à l'hôpital, qui en plus de ça, donc visiblement, appliquent très bien les mesures barrières et qui sont peut-être protégées de ce fait-là. Donc voilà, il y aurait, c'est sûr que le cancer, c'est une expérience de la vie qui peut vous protéger, qui peut être bénéfique si on en fait, voilà, si on arrive à profiter de cette expérience de façon positive. Bon, c'est pas simple, mais je pense que ça sera peut-être ce que cette expérience-là pourra apporter à nos patientes. Oui, ben, ça rejoint assez ce que nous avait dit le docteur Sarah Doshi, donc psychiatre, qui disait que finalement, les malades de cancer sont presque mieux préparés que le reste de la population à ce confinement et à ce respect des gestes barrières parce qu'elles ont été confrontées à cet isolement de par la maladie. Donc finalement, même si c'est angoissant, il faut se dire que peut-être elles sont peut-être mieux préparées psychologiquement que les autres personnes qui n'ont pas eu à vivre le cancer. Il y a Lynn qui nous demande quid de la recherche en cancérologie pendant une période de recherche intensive sur le Covid. C'est vrai qu'on sait que les essais cliniques ont été, enfin en tout cas, ils n'incluaient plus de patients pendant la pandémie. Je ne sais pas si ça a repris du coup. Alors oui, ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage et un peu dramatique. Nous, on pousse énormément les structures de recherche clinique à reprendre leur activité. Alors, c'est sûr qu'il ne fallait pas exposer les patients pendant cette période d'épidémie du fait d'un essai clinique. On sait qu'un essai clinique,
malheureusement, souvent, enfin, c'est parfois des médicaments dont on n'est pas du tout sûr de l'efficacité. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, il ne faut pas exposer le patient à des allées-venues à l'hôpital, à des prélèvements, à des examens pour un bénéfice qui n'est pas du tout certain. Après, il y a vraiment des essais cliniques aussi qui donnent accès à de nouveaux médicaments. Alors, heureusement, sur les grands essais de phase 3 avec de nouveaux médicaments, d'une part, les patients qui étaient déjà inclus dans ces essais ont heureusement pu continuer leur participation à ces essais. Évidemment, il aurait été inéthique de l'arrêter. Et sur ce qui est de l'inclusion de nouveaux patients dans des nouveaux essais, ça y est, là, ça reprend tout doucement. Et la situation devrait vraiment se normaliser très vite dans les semaines qui viennent, et les essais devraient être relancés. Pour tout ce qui est essais précoces avec des nouvelles molécules, là, en général, on sait que c'est des faibles nombres de patients qui sont inclus dans des essais très particuliers. Globalement, ça ne s'est pas tellement arrêté et ça a continué parce que ces services sont habitués à prendre en charge, encore une fois, des faibles nombres de patients, c'est 10, 15 patients par essai, et donc les choses ont pu continuer. En même temps, l'épidémie a été vraiment aussi l'occasion de stimuler très fortement la recherche clinique, bon, évidemment autour du virus lui-même, mais il ne faut pas oublier que Heu les cancers et les virus et l'immunité sont des domaines de recherche qui sont extrêmement liés. Il y a d'abord des cancers qui sont liés à des virus. Alors heureusement, ce n'est pas du tout le cas du coronavirus, mais les virus, vous voyez, c'est des morceaux d'ADN qui vont rentrer dans une cellule, transformer la cellule et parfois ça induit des cancers. Donc comprendre le fonctionnement d'un virus son comportement, ça peut être utile pour la recherche sur le cancer. Par ailleurs, l'énorme masse de recherche qui est faite aujourd'hui autour de l'immunité, qui est un phénomène très présent dans cette infection Covid, et donc la surréaction immunitaire ou l'absence de réaction immunitaire, etc. La masse de connaissances qui est accumulée sur l'immunologie, les réactions immunitaires, les molécules de l'immunité, tout ça va indéniablement servir au cancer. On en parlait, l'immunothérapie est une des armes aujourd'hui que nous utilisons beaucoup, et le coronavirus a permis vraiment de trouver des nouveaux modes de défense immunitaire, de nouvelles cellules immunitaires. Par exemple, on s'est rendu compte que dans les poumons de patients qui font des infections graves à coronavirus, il y a des cellules, des macrophages localisés à des endroits qu'on n'avait jamais remarqués, des interleukines qui sont mises en cause. Et donc, il est indéniable que cette masse de connaissances accumulées de façon très rapide et au niveau international va sans doute bénéficier à la cancérologie. Probablement dans un deuxième temps, toute la recherche sur la vaccination contre le virus pourrait aussi être utile à nos recherches sur la vaccination en cancérologie. Donc moi, je trouve que cet élan massif de recherche ne peut être que bénéfique. La recherche, il faut vraiment se rendre compte, c'est un phénomène, c'est un processus au très long cours. Donc, ce n'est pas 3 mois de recherche plus intensive sur le virus et un peu moins sur le cancer qui changeront la donne. Au contraire, il y a eu vraiment un énorme effort et beaucoup, beaucoup de financements Mmh. qui ont été octroyés. Et donc, je pense qu'on pourra en bénéficier dans notre domaine aussi, ça c'est certain. Bon, bah, bonne nouvelle alors. Oui. On a des questions sur, on l'avait déjà abordé dans un autre webinaire, mais on va répondre quand même à la question, sur comment on peut booster ses défenses immunitaires. Donc on a un spectateur anonyme, je n'avais pas son prénom, qui demande: y a-t-il des recommandations au niveau de l'alimentation pour booster ses défenses? Elle va faire sa première chimio la semaine prochaine. Et aussi concernant l'activité physique, on lui a posé un pack le 4 mai qui lui fait encore un peu mal, et donc elle ne peut pas faire tous les mouvements qu'elle veut. Et elle se demande aussi si le sport en extérieur est risqué vis-à-vis du Covid. Beaucoup de questions en une. On va peut-être Oui, commencer par l'alimentation d'abord. oui. On avait aussi une autre question sur l'alimentation, voilà, de Véronique, qui parlait du kéfir et du jeûne intermittent. Mmh. Oui, ça c'est des sujets qui font l'objet actuellement de beaucoup de recherches.
pour l'instant, malheureusement, il est impossible de dire qu'il y a un aliment qui puisse vraiment lui-même booster l'immunité. Impossible de dire qu'il y ait un type de régime alimentaire qui soit mieux pour l'immunité, même si les données qu'on a, enfin, il y a des données très préliminaires sur qui se passent sur la souris ou qui se passent en analysant les bactéries du tube digestif, le fameux microbiote. Ces dernières années, vous en avez sûrement parlé, j'en suis sûre, Émilie, Oui. dans vos articles. Ces dernières années, beaucoup d'éléments suggèrent que les bactéries du tube digestif, qui sont influencées par ce qu'on mange va être métabolisé par ces bactéries, va influer sur ces bactéries, et ces bactéries sont très impliquées dans le développement de nos défenses immunitaires. Et donc là, du coup, on fait un lien indirect entre ce qu'on mange, les bactéries et l'immunité. Bon, mais on sait qu'il y a des aliments les fameux probiotiques, qui amélioreraient la variété des bactéries du tube digestif et qui surtout nous donneraient les bonnes bactéries dans le tube digestif, celles qui favorisent les défenses immunitaires. Mais ça reste quand même très indirect et il n'y a pas eu d'études qui montrent que si vous prenez des probiotiques tous les jours, vous allez avoir moins de cancer ou une meilleure réponse à vos traitements. Ces études sont en cours et bon, peut-être qu'on aura cette réponse. Voilà, on n'en sait rien. Ce qui est par contre démontré, il y a eu beaucoup d'études, enfin il y a même une méta-analyse faite par l'Organisation mondiale de la santé sur alimentation et cancer, en particulier dans le cancer du sein, et énormément d'études sur activité physique et cancer. En gros, ces études, elles montrent vraiment toutes de façon assez régulière qu'il n'y a aucun supplément alimentaire qui soit bénéfique. Ça, moi, je le dis très souvent à mes patientes parce qu'il y a un marché incroyable de vitamines, encore une fois, de probiotiques, de choses, le curcuma en gélule, etc. Aucun supplément aujourd'hui n'a fait la preuve de son efficacité. Deuxièmement, sur le plan alimentaire, les fruits et légumes, ça a l'air tout bête à dire comme ça, mais c'est les seuls qui ressortent quand on compare les alimentations des patients et l'évolution, enfin la survenue de cancer ou pas, ou la gravité des cancers. Les fruits et légumes sortent toujours comme un élément protecteur et donc vraiment alimentation riche en fruits et légumes. Ce qui est également démontré, c'est… Alors, il y a eu les études Nutrinet françaises qui ont démontré que avoir l'alimentation bio serait protectrice. Probablement parce qu'on mange moins de pesticides, avec des aliments qui sont moins processés, moins industrialisés. Et à l'inverse, l'alimentation hyper industrialisée favorise la survenue de cancers, en particulier sein et côlon. Donc, on évite tout ce qui est plats déjà fabriqués, même si c'est un label bio, même si c'est un… voilà. Franchement, il ne faut pas. Et c'est là aussi où moi, je me dis, les gélules de substances lambda, malgré tout, c'est des choses industrialisées. Et donc, il n'est pas du tout certain que ça soit bénéfique. Et donc, alimentation plutôt bio, favorisant les fruits et légumes. Pour ce qui est du microbiote, c'est vrai il vaut mieux diversifier son microbiote. Alors, le microbiote, c'est aussi déterminé génétiquement. Donc, malheureusement, on ne peut pas forcément agir dessus, mais les fruits et légumes influencent énormément le microbiote. Les probiotiques, c'est sans doute pas mauvais. Le kéfir, effectivement, contient plein de probiotiques, comme tous les aliments fermentés. Comme beaucoup de yaourts, etc. Donc voilà, et en tout cas, c'est pas nocif pour la santé. Donc oui, tout ça, ça peut aider, mais sans preuve de certitude. Et en parallèle de ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de données qui montrent clairement le bénéfice de l'activité physique. Ça, on le dit jamais assez. L'activité physique, après, ça peut être à la maison ou dehors. Aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il y a plein d'études qui disent que quand on court, il y a du virus dans l'air et si on est à moins de X mètres de… Bon, encore une fois, vous savez, montrer qu'il y a du virus dans l'air à moins d'un mètre de chez vous, mais montrer que ce virus dans l'air peut vous entraîner une infection et une infection grave, c'est pas du tout la même chose. Donc,
peut-être qu'il y a du virus dans l'air. En tout cas, à mon avis, aller courir à un moment où il y a moins de monde, avec pas trop de gens autour de soi et dans un endroit suffisamment aéré et agréable, ça ne doit pas être très dangereux. Et ce qui est certain, c'est que 30 minutes au moins d'activité physique par jour, c'est bénéfique, voire un peu plus intensément 45 minutes d'activité moyennement intensive 3 fois par semaine, c'est fondamental. Donc, ça peut se faire soit avec les outils que vous avez mis en place sur OZOP et puis tout ce qu'il y a sur Internet en ce moment, soit aller courir avec quelqu'un de sa famille, soit voilà, aller jouer au ballon avec ses enfants dehors. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et concernant son pack, il y a peut-être aussi, Mm. il faut attendre, ou est-ce qu'il y a des exercices de kiné à faire pour améliorer ça ou... Oui, sur le pack, c'est vrai, c'est une question que les patientes posent très souvent. Le pack, en gros, il y a 10 jours à peu près, le temps que le pack, enfin la cicatrice du pack cicatrise, que le pack se mette en place, la fibrose se fasse autour. Donc, il y a 10 jours où il ne faut pas trop faire de choses violentes avec son bras et probablement courir. Ça ne doit pas être très confortable de toute façon, mais on peut faire d'autres types d'exercices, des abdominaux, des squats, du yoga. Donc, le pack, c'est pendant 10 jours qui va vous embêter après la pause. Après, honnêtement, il n'y a aucune activité physique qui soit contre-indiquée. Avec un pack, on peut se baigner quand il y aura des piscines et que les plages seront ouvertes. Avec un pack, on peut voilà, faire tous les types de sports dans la mesure où ça fait pas mal. C'est vrai que le pack, parfois, il gêne parce qu'il remonte au niveau du cou, il redescend. Donc, sur des activités telles que le tennis ou quand on bouge le bras, certaines patientes se sentent gênées. Cette gêne, elle n'est pas dangereuse, elle est désagréable, mais c'est pas dangereux. D'accord, oui, sa pose de pack, elle date du 4 mai, donc c'est peut-être un peu, encore un petit peu tôt, hein. Voilà. Il y a 10 Mm. jours, on pourra peut-être patienter encore un petit peu. Il y a Et une... d'ailleurs, juste une remarque sur les pauses de Pâques et coronavirus. On était un peu, voilà, comme tous les examens et toutes les interventions, on avait essayé de décaler, de reporter, de voir au cas par cas. Aujourd'hui, franchement, voilà, ça peut se faire sans problème. En plus, c'est une toute petite chirurgie. Avec les précautions chirurgicales et du parcours, vous pouvez faire poser votre PAC sans inquiétude, il n'y a aucun risque. Et le faire retirer aussi, on avait eu cette question-là sur le Oui, retrait qui avait été reporté. ouais. Alors, on a une personne qui nous demande si le masque chirurgical est suffisant pour se protéger, en sachant qu'elle doit aller à l'hôpital pour sa chimio en taxi. Oui, très franchement, le masque chirurgical apporte un niveau de protection qui est suffisant. En fait, ce qui fait la différence entre un masque chirurgical et un FFP2, c'est le taux de filtration. Et ce taux de filtration du nombre de virus qui vont rentrer dans vos voies aériennes, il doit être très élevé si la concentration de virus autour de vous est importante. Donc, vous êtes en réanimation, vous êtes une infirmière de réanimation, un médecin de réanimation, ou vous êtes en chirurgie avec des patients Covid, il faut un masque qui filtre beaucoup. Dans un taxi ou même dans l'hôpital, compte tenu des flux maintenant qui ont été diminués de patients dans les hôpitaux, la concentration virale et la charge virale n'est pas suffisamment élevée pour nécessiter un masque FFP2 et la filtration qu'assure le masque chirurgical est tout à fait suffisant. C'est pour ça que nous, professionnels de santé qui ne sommes pas en réanimation, nous mettons des masques chirurgicaux, de même nos infirmières, et c'est ce qu'on propose aux patients quand ils rentrent à l'hôpital. Donc, franchement, il ne faut pas plus que ça. Et pour la rassurer aussi, pour avoir pris un taxi récemment, ils mettent aussi une plaque de plexiglas entre l'arrière et l'avant. Donc, il y a en plus cette barrière physique Tout, supplémentaire. tout à fait. Évidemment, vous imaginez bien qu'une barrière en plastique, bon, bah, le virus, il peut absolument pas passer. Donc, ouais. D'accord. Euh, Par contre, j'ai remarqué que il ne propose, enfin, ça dépend, mais il propose peu les solutions hydroalcooliques. ah oui. Et je pense que justement, quand on prend un taxi, un VSL ou un taxi conventionné, enfin un taxi qui transporte des patients, il faut faites bien attention parce qu'évidemment, portière de taxi, on s'installe dedans, on touche avec les mains. Donc, moi, je recommanderais d'avoir son flacon de gel hydroalcoolique et de régulièrement se nettoyer les mains. Par contre, évitez les gants.
Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Beaucoup de mes patientes, je les vois venir avec des gants. Or, le gant, eh ben, il va juste servir à trimballer le virus d'un endroit à l'autre et à un moment donné, à vous le poser sur vous. Donc, le gant ne sert à rien. Vous enlevez vos gants et vous régulièrement, toutes les 5 minutes, vous mettez du gel hydroalcoolique. Et en fin de journée, un peu de crème parce que les mains, elles dessèchent. Oui, c'est vrai que finalement, ça peut avoir un effet contraire de le fait d'avoir des gants ou même un masque, on a l'impression d'être protégé, mais ça n'empêche que si on touche son visage, même si on a un masque, si on le tripote, du coup, la barrière, elle est plus effective. Donc, Ouais, finalement, se laver les mains, c'est peut-être pas plus mal. c'est pas mal. On a une femme qui nous demande, question importante, est-ce que les proches pourront à nouveau nous accompagner à l'hôpital? On lui a annoncé son cancer en février. Elle avait fait tous ses examens avec son mari, avec elle. Depuis le Covid, elle n'a plus le droit. Elle a eu tous ses rendez-vous, sa chirurgie pour son pack toute seule. C'est un soutien psychologique important pour son équilibre. Donc, est-ce que le plan blanc va être un peu… Mmh. Alors, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Ça s'assouplit très légèrement, mais vraiment très légèrement. C'est-à-dire que, on continue à ne laisser entrer les accompagnants que dans les situations très graves ou en pédiatrie, ou dans les situations de fin de vie. En fait, tout ça, c'est le même principe que le déconfinement, c'est-à-dire, éviter de faire entrer à l'hôpital des accompagnants qui ne sont pas nécessaires à l'hôpital et qui peuvent apporter du virus à l'hôpital et favoriser voilà, la transmission dans la population générale et dans la population des patients atteints. Donc, pour l'instant, l'ensemble des hôpitaux continuent à imposer ces mesures pour ce qui concerne les accompagnants. Par contre, je pense que et je trouve que c'est très, très dur honnêtement, faire une consultation d'annonce de cancer ou de traitement dans ces conditions-là. Je comprends que ça soit extrêmement difficile et puis c'est probablement même délétère parce que beaucoup d'informations qu'on donne, l'accompagnant est aussi là pour les retenir, pour, les comprendre et pour ensuite pouvoir en discuter. Donc moi, ce que je propose systématiquement à mes patientes et elles devraient demander ça, c'est, d'utiliser leur téléphone, de mettre le conjoint sur haut-parleur, voire en vidéo, et qu'il soit virtuellement présent pendant la consultation, voilà, et pendant les chimiothérapies. Et alors évidemment pas pendant la chirurgie, mais voilà, il faut, comme pour nos consultations, utiliser beaucoup le virtuel. N'hésitez pas à sortir votre téléphone et à demander que le conjoint assiste de cette façon-là à la consultation. Mmh. Oui, c'est une solution Mmh. très, très, très bête et très simple à mettre en place. Mmh. Mais ouais, c'est intelligent en tout cas. Donc, j'ai pas le prénom de cette femme, mais en effet, profitez Ouais, de vous et de votre téléphone pour l'avoir au moins virtuellement avec vous. ouais. On a Annie qui nous dit qu'elle est actuellement immunodéprimée sous chimiothérapie. Elle doit entreprendre ses séances de rééducation avec un kiné et elle se demande si c'est risqué compte tenu du contexte actuel. Alors, tout dépend ce qu'Annie appelle immunodéprimée. Est-ce que c'est le fait d'être sous chimiothérapie qui, pour elle, fait qu'elle pense être immunodéprimée? Elle n'est pas forcément immunodéprimée, ça dépend de sa chimiothérapie. Après, si son médecin lui a dit que c'était le cas et qu'il fallait qu'elle prenne des précautions, c'est sans doute le cas. Heu et après, tout dépend aussi de sa rééducation. Si c'est, la prise en charge d'un lymphœdème, si c'est une rééducation motrice après une, chirurgie du rachis ou donc une rééducation qui est importante pour éviter une perte musculaire, une fonte musculaire ou l'aggravation d'un lymphœdème, dans la balance bénéfice-risque, il vaut mieux qu'elle fasse cette rééducation. Par exemple, le lymphœdème, on sait quand le bras gonfle et l'œdème du bras fragilise la peau et la peau est notre barrière de défense contre les infections très importante. Donc, quand on a de l'œdème, cette peau qui est gonflée, qui est rendue plus fine, qui est abîmée, elle va moins bien la protéger contre une infection, un érysipèle. Donc, il y a des situations où vraiment la kinésithérapie, c'est pas juste Du confort. voilà, pour le confort, c'est vraiment nécessaire et il faut le faire. Après, si c'est une rééducation, par exemple après une chirurgie de curage, mais uniquement pour retrouver la souplesse, la motricité, elle peut faire d'abord, il y a beaucoup de kinés qui font des consultations virtuelles pour montrer les mouvements à faire. On a
sur Rose Up avec Jocelyne Roland, vous faites énormément de formations et c'est fabuleux. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout seul sans un kiné aussi. Mais globalement, et puis bon, les kinés aussi, maintenant qu'ils ont repris un peu plus intensément leur activité, appliquent des mesures barrières vraiment très strictes. Et donc, s'il faut qu'elle fasse cette rééducation, elle peut y aller sans inquiétude. Le kiné prendra toutes les précautions nécessaires. Hein. Ok. Je vois que vous suivez très bien ce qu'on fait à Rosep. En effet, Ah, mais je suis une grande fan. Hein. il y a Jocelyne Roland et d'autres kinés qui nous font le plaisir d'animer des ateliers là-dessus. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Vous êtes nombreuses à nous demander si vous pouvez voir les webinaires en replay. La Ouais. plupart sont sur notre chaîne YouTube. Et il y a eu notamment un webinaire animé par Jocelyne en préparation à la radiothérapie après un curage axillaire pour apprendre à mobiliser son bras. Parce que vous allez, comme vous devrez maintenir une position avec les bras levés pour préparer à la radiothérapie. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne YouTube pour avoir des exercices que vous pouvez faire déjà chez vous à la maison. Après, je trouve que le kiné, comme beaucoup de paramédicaux, participe aussi à l'accompagnement et à la sortie d'isolement des patients. Donc, je pense que voilà, ça peut aussi être bénéfique dans ce sens-là. On a quand même besoin d'être touché, on a quand même besoin et cette période de confinement ne l'a pas favorisé. Donc, bon, moi, je pense qu'elle peut y retourner s'il faut. Vous vouliez aussi dire un mot sur les risques pour les enfants qui sont retournés à l'école depuis quelques jours. Qu'est-ce que vous vouliez dire à ce propos? Oui, il y a eu beaucoup de discussions et de débats sur le retour à l'école des enfants et du coup, l'inquiétude des mamans qui voyaient leurs enfants retourner à l'école. Les données qu'on a sur les enfants, alors on entend parler et il y a effectivement des cas de groupes d'enfants ou d'enfants qui attrapent le coronavirus, qui font des infections sévères avec des complications. Il faut savoir que ça reste quand même une minorité absolument. C'est vraiment des cas exceptionnels. Peut-être sur des terrains génétiques, peut-être sur d'autres maladies. Donc, par rapport à vos enfants, je pense que il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir et s'ils doivent retourner à l'école, il vaut mieux qu'ils y retournent. Par rapport au fait qu'ils puissent être transporteurs ou porteurs du virus, là aussi, on n'a malheureusement pas suffisamment de données de dépistage de masse pour savoir ce qu'il en est des enfants. Je pense que tout simplement, voilà, si votre enfant va à l'école, quand il rentre sous la douche, il se savonne bien, on le savonne bien, et puis voilà, et c'est fini. On sait que les enfants sont souvent des porteurs sains. Mmh. Certains infectiologues semblent dire que même s'ils sont infectés, leur charge virale semble être assez faible et du coup semble pas très contagieux. Ça se confirme ou on ne sait pas encore tout à fait ce Oui, qu'il en oui, tout à fait. Vraiment, au départ, on pensait même qu'il y avait pratiquement pas de risque d'infection chez les enfants parce qu'ils n'ont absolument pas la même immunité, les mêmes récepteurs que nous et les mêmes facteurs de risque infectieux que nous. En tout cas, c'est certain que sur les rares études systématiques qui ont été faites sur des populations suffisantes d'enfants, effectivement, on a l'impression qu'ils ont visiblement une immunité innée qui leur permettrait soit d'éliminer rapidement le virus, soit en tout cas qui ne laisse pas le virus se développer chez eux. Donc, ils ne sont pas si dangereux que ça, nos enfants. C'est rassurant. Je voulais juste revenir aussi sur les tests virologiques parce que là, ça y est, apparemment, on commence à en avoir Mmh. suffisamment. Et ils vont être remboursés dans certains cas. Vous disiez qu'il ne faut pas hésiter à faire tester son entourage quand ils ont Mmh. des signes d'infection. Donc, d'après ce que j'ai compris, ces tests sont remboursés Mmh. par l'assurance maladie à partir du moment où vous avez des signes du Covid. Alors oui, c'est très important qu'on parle de ces tests, surtout dans cette phase de déconfinement. Heu, alors, tout le monde le sait, je crois maintenant, il y a eu tellement d'infos là-dessus. Il y a 2 types de tests. C'est Il y a important. le test, de prélèvement qu'on fait au niveau, du nasopharynx pour essayer d'aller chercher le virus. Alors,
ça se fait au niveau du nasopharynx parce que c'est le plus simple. Si besoin, c'est des prélèvements aussi qui peuvent se faire au niveau pulmonaire, sous fibroscopie, dans les lavages. Bon. En tout cas, chez la personne tout venant, c'est au niveau du nasopharynx. C'est ce Ce qu'on appelle, prélèvement, comment? les tests virologiques. Voilà, test virologique, ça sert à aller chercher la présence du virus par un examen qui s'appelle la RT-PCR. Ce test, maintenant, d'une part, est soumis à une nomenclature sécurité sociale. Ça veut dire qu'il est remboursé, il est pris en charge par la sécurité sociale. Et deuxièmement, il est disponible pas seulement dans les hôpitaux, mais dans beaucoup, beaucoup de laboratoires de ville maintenant. Et la caisse d'assurance maladie publie même la liste des laboratoires où le test est disponible. Et donc, votre médecin doit avoir cette information et vous pourriez même la trouver vous-même. Ce test se fait effectivement n'est fait que sur prescription médicale. Donc, demain, vous ne pouvez pas aller au labo pour vous le faire faire, mais votre médecin ou votre oncologue, votre médecin traitant ou l'oncologue peut vous le prescrire. Normalement, il est recommandé de le prescrire si vous avez eu des symptômes qui pourraient faire penser au coronavirus, même il y a 2 mois ou 1 mois, même s'il risque du coup d'être négatif, ou si actuellement vous avez de la fièvre, de la toux, une fatigue. Moi, très honnêtement, je trouve que les symptômes du coronavirus sont tellement variés. Ça peut tellement être, bien sûr, de la fièvre et une toux, mais aussi un coup de fatigue, mais aussi un problème digestif, que, bon, franchement, les indications pour prescrire le test sont très, très larges. Et je trouve que si on a une suspicion et une inquiétude d'être infecté, il est quand même assez prudent d'aller faire ce test. Pourquoi? Parce que d'abord, vous saurez si vous avez l'infection, vous vous surveillerez d'un peu plus près, mais aussi pour l'entourage, vous pourrez du coup adopter vraiment le confinement, gestes barrières, éviter les contacts, etc. Donc, moi, je pousserais vraiment plutôt les femmes qui nous écoutent, et ce que je fais avec mes patientes, si elles ont des symptômes, une inquiétude, à aller se faire prélever. Et même chose pour leur entourage. Et donc, si elles ont autour d'elles quelqu'un qui a des symptômes et qui est suspect, faut qu'il aille se faire diagnostiquer pour s'isoler et voilà. Ou à l'inverse, pour être assuré et ne pas avoir à s'isoler. Donc ça, c'est pour le test virologique pour voir si on a le virus. Attention, parce que parfois, il y a des faux négatifs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un test virologique négatif, pourtant vous êtes infecté, mais ce qui se passe, c'est que on n'a pas réussi à prélever le virus au niveau nasopharyngé, ou la charge était faible. On sait par exemple sur les séries qu'il y a 6% de patients avec un scanner pulmonaire qui est très très typique et qui ont un test virologique négatif. Donc bon, mais c'est une minorité. Après, l'autre catégorie de tests, c'est les… Pardon. Il y a un chiffre de 30% qui tourne au niveau de ces faux négatifs. Là, vous parlez de 6% et ça va jusqu'à 30% dans certains cas. Oui, c'est ça. En fait, vous savez, Émilie, c'est comme toutes ces statistiques qu'on a sur le virus, c'est toujours une question du dénominateur et de qu'est-ce qu'on a considéré être un faux positif. Est-ce que le patient qui tousse, etc., mais dont le test est négatif, est-ce qu'on considère qu'il est faux positif? Donc, c'est vrai, vous donner un chiffre serait sans doute faux. Globalement, en gros, moi, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que si vous avez une charge virale importante, le test devrait sortir positif. Et si on a un très gros doute sur le fait que vous avez l'infection, mais que le test est négatif, il faut le renouveler. Voilà, exactement. Le répéter. Mais globalement, un test négatif est quand même plutôt rassurant. Après, il y a les tests sérologiques. Le test sérologique, il va dire simplement si vous avez développé une immunité contre le virus. La faiblesse de ces tests sérologiques, c'est qu'aujourd'hui, on l'a compris, l'immunité contre ce coronavirus est très, très complexe, que ces tests sérologiques, ils vont tester un certain nombre d'anticorps, mais est-ce que d'abord, on couvre tous les anticorps existants? Quelle est la puissance de ces tests sérologiques? Est-ce que le fait d'avoir développé une immunité, elle va être protectrice? Par exemple, est-ce que si j'ai des anticorps contre le coronavirus, est-ce que vraiment ils vont me protéger d'une nouvelle infection ou d'une aggravation? Donc, leur utilité, elle est quand même moins claire. Alors, et du coup, franchement, dans le grand public, les prescrire, ça apporte pas beaucoup d'informations. Ça serait utile à l'échelle épidémiologique, ça serait utile pour faire des études et c'est ce qui est fait actuellement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études dans les hôpitaux
pour faire l'épidémiologie de l'infection des personnels hospitaliers. Mais ça, par contre, moi, voilà, je pense que pour l'instant, il n'y a pas d'indication très claire pour les patientes suivies pour des cancers sur ces tests sérologiques, hein. D'accord. Il y a Isabelle qui nous demande combien de temps après avoir été infectée par le coronavirus doit-on faire le test sérologique? Bah, très honnêtement, j'ai pas de bonne réponse à ça. Parce qu'il se peut que l'immunité d'abord, c'est très difficile de dater l'infection. Mhm. Parce qu'on sait que souvent les patients sont infectés avant d'être symptomatiques. Ouais. En gros, et on sait d'ailleurs que la phase contagieuse, dans 40% des cas, est la phase pré-symptomatique. C'est-à-dire, vous portez comme un charme et pourtant, vous avez le virus et en plus, vous pouvez le transmettre. Donc, on ne sait pas quelle est la date de l'infection et donc, on ne sait pas non plus à quel moment l'immunité se développe. Est-ce que c'est tout de suite? Ce qu'on sait, c'est que, et c'est ça les cas très graves, c'est que en général, une semaine ou 10 jours après les symptômes, les premiers symptômes, il peut y avoir une décharge immunitaire, l'orage cytokinique, donc il y a une réaction immunitaire très forte et donc des anticorps qui apparaissent à ce moment-là. Et donc, probablement, ce qui se passe, c'est que d'un patient à l'autre, l'immunité, elle va arriver comme ça, de façon très fluctuante, démarrer, s'atténuer, peut-être redémarrer. Donc, c'est pour ça que je vous disais sur les tests sérologiques aujourd'hui, on est très mauvais, on n'a pas suffisamment d'informations scientifiques et on ne saurait vous donner de recommandations. Mhm. Mmh. D'accord. Il y a Elvia qui se pose la question suivante. Donc, elle est confinée avec son mari, sa fille de 18 ans, son fils de 11 ans. Les enfants ne retournent pas à l'école. Son mari a eu une autorisation de télétravailler encore maintenant, justement parce qu'elle est sous chimiothérapie et donc considérée à risque. Mais il va peut-être devoir retourner au bureau quand même de temps en temps. Elle se demande quelles précautions il faut prendre quand il revient à la maison. C'est un peu la même question pour les enfants qui sont retournés à l'école. Oui, c'est vrai. Alors je pense que tout simplement, en retournant du travail, si, d'abord au travail, il est, enfin j'imagine que les structures, enfin l'organisation de son travail a été faite pour respecter la distanciation sociale. Il a probablement intérêt à mettre un masque, à son travail s'il est très entouré. En revenant à la maison, moi je lui recommanderais de prendre une douche, avec du savon, mettre les vêtements à laver, se laver tout de suite les mains en rentrant du travail et puis c'est tout et après ils sont tranquilles. D'accord. Mmh. Je voulais juste rebondir sur les tests. On a mis un article en ligne hier ou avant-hier justement pour faire un bilan entre la différence entre tests virologiques, sérologiques, Mmh. qui peut le passer, la remboursement. Et justement, vous parliez de la carte des lieux où on Mmh. peut passer le test. Elle est également sur dans notre article. Donc vous Ah aurez. waouh! Ah c'est super et oui par contre les tests sérologiques sont pas remboursés. Les tests sérologiques ne sont pas remboursés. Les tests virologiques sont remboursés pour les personnes qui sont symptomatiques, mais aussi pour les personnes contacts. Mmh. Normalement, l'assurance maladie doit vous contacter si vous avez été en contact avec des personnes testées positives. Et dans ce cas-là, dans ce cadre-là aussi, le test sera remboursé. Sinon, ça coûte, pour information, ça coûte 54 €. Très exactement. Alors en fait, ça c'est ce qui est remboursé. Il faut se méfier parce que, je ne sais pas très bien comment ça va se passer, mais il se peut qu'il y ait des labos un labo pourrait éventuellement le facturer plus cher, hein. Mais Ouais, oui, le surfacturé. c'est ça. Oui, Mmh. oui. Ah oui, donc, oui, c'est important de préciser ça, Ouais, de surfacturation. Espérons qu'ils ne le fassent pas. non. Alors, on a une question qui sort un peu du cadre du Covid. On a deux questions qui sortent un peu du cadre du Covid, Mmh. mais c'est pas grave. Il y a Elsa qui se demande si elle pourra se baigner après une mastectomie. Oui, alors c'est une très bonne question. C'est vrai que la saison arrive et on devrait pouvoir enfin, se rebaigner. Alors après une mastectomie, il faut attendre la cicatrisation. En gros, c'est 3 semaines, sauf s'il y a des problèmes de cicatrisation. Parfois, il y a des retards de cicatrisation, en particulier chez les patients fumeurs, chez les patients, obèses, chez les patients diabétiques. Mais en moyenne, à 3 semaines,
la cicatrice est bien fermée. Une fois que la cicatrice est bien fermée, il n'y a plus du tout de risque, très franchement, parce que le risque d'aller se baigner, ça serait soit que ça soit douloureux, soit que ça s'infecte. Donc, c'est pour ça qu'on attend cette phase de cicatrisation de 3 semaines. Ce qui peut se passer par contre, c'est qu'il y ait de la radiothérapie programmée derrière. Donc, s'il y a de la radiothérapie, par contre, il faut attendre la fin de la radiothérapie parce que pendant la radiothérapie, évidemment, la radiothérapie de la paroi du sein, évidemment, la peau est fragilisée et donc elle supporte mal d'être agressée par l'eau, que ce soit de piscine ou de mer. Et donc, la baignade sera pas possible. Mais si c'est simplement une mastectomie, 3 semaines après, elle peut y retourner. Bon, espérons que les plages soient réouvertes d'ici. Ouais. Alors, j'avais pas regardé l'heure, il est déjà 15h, on va Mmh. bientôt devoir laisser la place aux ateliers suivants. Je voulais juste poser la question de Lynn qui demande à quand l'immunothérapie pour les cancers du sein? Alors, si je ne me trompe pas, c'est déjà le cas dans certains types de cancers du sein. C'est absolument vrai. Alors, aujourd'hui, on a une seule immunothérapie qui est un médicament qui s'appelle l'atezolizumab, qui a, qui est en autorisation temporaire d'utilisation. C'est-à-dire que c'est un mécanisme particulier où, le médicament n'est pas encore commercialisé pour cette indication, mais il est fourni, pour les patients qui ont un cancer du sein triple négatif avec un récepteur positif pour l'immunothérapie qui est le PDL1. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, une indication très particulière. Il faut savoir que le médicament, pour l'instant, ne bénéficie pas d'un remboursement qui soit acté et c'est encore en discussion. Donc, il n'est pas certain qu'on puisse garder cette indication de l'atezolizumab. C'est à suivre. Donc, en tout cas, pour l'instant, il est disponible et les patientes en première ligne, c'est-à-dire qui n'ont jamais reçu de traitement pour un cancer du sein triple négatif, métastatique, PDL1+, ont ce médicament. Donc, c'est vraiment une minorité, ce n'est pas pour la plupart des patientes. Par contre, il y a énormément d'essais thérapeutiques en cours pour l'immunothérapie avec ce médicament-là ou d'autres, en association avec des chimiothérapies ou de l'hormonothérapie, et pas seulement dans les cancers du sein triple négatif, mais aussi dans les cancers du sein hormonosensibles ou dans les cancers du sein HER2. Tout ça est en cours avec des indications assez variables, mais de l'espoir. Donc, voilà, on va voir ce que l'avenir nous apporte. Mais pour l'instant, c'est pas la panacée. Alors, il faut juste aussi savoir que on appelle l'immunothérapie, nous, ce qui vraiment agit sur l'immunité en stimulant le système immunitaire. Mais on a plein d'anticorps dans le cancer du sein qui sont en réalité de l'immunothérapie, puisqu'on donne des anticorps, qui sont les anticorps anti-HER2 très typiquement, et qui marchent très très bien et qui sont disponibles depuis un certain nombre d'années. Mhm. J'invite Lynn, si je me souviens bien, à aller pareil sur notre site internet. Si elle Ah tape oui, thérapie dans le moteur de recherche, elle trouvera les essais cliniques qui sont en cours, qui ont été présentés dans les dernières ouais. sérologies. On a dû faire un point là-dessus. C'est l'heure. Alors, vous m'aviez demandé de refaire un point sur Oui, les actions que vous connaissez bien. Donc, j'en profite pour dire que Rose Up Association a maintenu la fermeture pour l'instant de ces maisons roses. On est en train de réfléchir à comment on peut les rouvrir, sous quelles conditions, etc. Donc, pour l'instant, on va maintenir ces ateliers en ligne. On va peut-être même les intensifier. Donc, sachez que nos ateliers sont vraiment très diversifiés et très riches. Donc, on a parlé de la kinésithérapie, il y a aussi de la sophrologie, de la méditation, de la réflexologie palmaire. On a aussi récemment des webinaires avec des spécialistes du droit du travail ah,
pour ces questions de reprise du travail, de télétravail, voilà, de continuer le télétravail parce que vous êtes peut-être à risque. Donc ça, n'hésitez pas à vous y inscrire. On a aussi évidemment des ateliers de socio-esthétique pour vous aider à préparer votre peau aux différents traitements, voilà, pour que vous sentiez belle. Pour être tenu au courant, je vous invite à aller sur Facebook ou à vous inscrire sur notre newsletter. Une fois par semaine, on fait un bilan des webinaires de la semaine suivante, ou alors vous allez pareil sur notre site internet. Vraiment, souvent vous nous connaissez par le magazine. Le magazine nous paraît plus de 2 fois par an. Donc, je vous invite vraiment à consulter notre site internet qui est mis à jour vraiment très, très régulièrement. Là, pendant la période de Covid, on avait un nouvel article par jour. Les articles du magazine sont également en ligne et vous pouvez aussi retrouver la liste des webinaires sur notre site internet. Donc, la référence, c'est nos réseaux sociaux et notre site internet pour être tenu au courant. Merci encore, professeur Sagacchian, pour cette heure passée avec vous et vos réponses claires et complètes. Merci aux participantes. Portez-vous bien, j'ai envie de dire. Oui, À bientôt. bon déconfinement. Merci. Au revoir. Au revoir.